tous, merci de votre présence à l'heure du déjeuner. Je sais que vous avez hyper envie de manger. Écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, l'objectif, c'est un objectif assez intéressant. Vous allez voir, c'est après plusieurs mois de migration, on a l'équipe lesfurets.com qui vient nous montrer ce qui s'est passé chez eux, parce qu'ils ont fait un peu le pari fou il y a quelques mois de passer d'un CMS WordPress à un CMS headless. Donc l'idée de la conférence, vous verrez, ça va être assez technique, mais avec beaucoup de copies d'écran, assez concret, assez opérationnel pour vous expliquer tout ce qui s'est passé, parce que la migration a duré plus d'1 an. Je sais pas si ça passe. Ça marche, ça pète. C'est en bas. Donc de mon côté, enchanté, je suis Nicolas, directeur associé chez AdsUp, en charge de l'équipe SEO chez Clustar, et je suis accompagné d'Anthony et de Sylvain. Bonjour à tous, donc Anthony, responsable SEO chez Les Furets depuis bientôt 6 ans maintenant. Et moi, Sylvain, donc ça fait pareil un petit peu plus de 8 ans que je suis chez Les Furets et je suis lead dev front dans la squad acquisition. C'est l'équipe qui a été en charge du delivery pour ce projet. Alors au programme, on va revenir très rapidement sur le contexte de cette migration chez lesfurets.com et puis après on va passer en revue les différentes grandes étapes de cette migration qui a duré, comme on a dit, plusieurs mois. On va pas forcément parler de migration un peu classique avec point de redirection, etc. C'est vraiment pas l'objectif. L'idée, c'est vraiment focus headless avec un vrai Rex opérationnel, les grandes étapes, et puis surtout, je pense que ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé en termes d'impact, tant sur la partie technique que business, et on finira par ça, et j'espère que ce sera assez concret, que ça vous plaira. Alors merci Nicolas, donc avant de rentrer dans les étapes, on va revenir un petit peu sur le pourquoi du projet, donc un petit état des lieux. Les Furets, donc on a été créé en 2012, on est un comparateur pour ceux qui ne connaissent pas, donc principalement d'assurance, auto, habitation, et on s'est plus récemment ouvert à d'autres produits type énergie, produits financiers. Donc on est un site de contenu, on a 7000 pages grosso modo, et différents types de pages qui servent différents objectifs. On a sous les yeux 3 exemples qui sont nos 3 exemples principaux, donc on a des landing pages, des LP qui servent à un objectif plutôt business, et des guides actu pour de l'info chaude ou froide. On a d'autres types de pages, pages locales, pages marques, etc. Et donc avant la migration, en tant que visiteur, être humain, on naviguait sur le site, on était sur lesfurets.com, pas de problème, c'était le même site. Par contre derrière, l'organisation et l'architecture étaient bien plus complexes. Et donc je vais vous expliquer un petit peu plus en détail la structure et l'architecture de notre site en fait avant la migration. Donc là on a une représentation simplifiée de notre site. On voit qu'on a des pages dédiées au SIA, des landing pages SIA, des pages dédiées au RP avec l'espace presse, des pages plutôt orientées SEO avec les landing pages par produit, et sous chacun des produits encore tout un écosystème de pages. On a des pages partenaires, des pages constructeurs, des pages de guide, des pages d'actualité. On a encore plein d'autres choses. Côté architecture, en fait, on voit qu'on avait, le site il était construit autour de 2 technos. Donc on avait des pages Java et des pages WordPress. Les landing pages SIA, SEO étaient servies par du Java, les pages de guide actu étaient servies par du WordPress. Ça implique une forte dette technique chez nous, puisque en fait on voit qu'on avait pour chaque combinaison page type produit, donc par exemple les guides auto et les actus auto, ce sont des sous-sites WordPress. Donc on avait plus de 61 sous-sites sur notre WordPress multisite, et à chaque fois qu'on voulait faire une évolution, c'était assez compliqué, puisque en fait il faut se dire que chacun des petites boîtes là en fait ça représente un template. Donc beaucoup de templates, parfois du code qui est hard-codé dans les templates. Donc pour chaque demande d'évolution du site, ça peut être très compliqué. Des demandes SEO qui vont nous dire est-ce qu'on peut déplacer le template, il fallait faire intervenir les devs. Donc c'était assez coûteux en termes de maintenance et d'évolutivité. Ouais, donc Sylvain l'a dit, une telle architecture c'était devenu un frein finalement pour nous tous au quotidien. Aujourd'hui on a besoin de pouvoir sécuriser notre site, et quand on a dit une araignée comme on l'a vu, c'est assez compliqué. Le CMS n'était pas forcément harmonisé selon les types de pages Java, WordPress. Alors c'était via du WordPress, mais l'utilisation n'était pas vraiment similaire. Par ricochet, les équipes SEO et contenu principalement n'étaient pas vraiment autonomes sur des choses qui paraissent aujourd'hui assez simples, déplacer un H1 ou ce genre de choses. Il fallait à chaque fois faire des tickets, donc ça a surchargé un peu notre BAU. Et enfin, maintenir et faire évoluer une orga comme on vient de l'avoir, c'était pas viable sur le moyen long terme. Donc c'est là où on s'est dit il faut qu'on change de techno, et donc on a dû considérer différentes options.
Ouais, donc après avoir vu les différents pain points qui nous ont poussé un petit peu à vouloir changer de solution front, on a regardé un petit peu ce qui se faisait sur le marché des CMS. On a pris les principaux acteurs, on les a placés sur deux axes, donc un axe open source self-hosted versus SaaS et un axe traditionnel versus headless. Donc je vais un peu vous expliquer les différences entre ces deux types de CMS. Tout d'abord, les CMS dits open source self-hosted, un petit peu type WordPress, Drupal, ce sont des CMS qui sont gratuits, on peut télécharger leur code source, on peut customiser les fonctionnalités qu'ils ont soit par notre propre code, soit en utilisant des plugins, mais ça, il faut après ensuite les héberger et les maintenir nous-mêmes. Donc ça a un coût de maintenance, des équipes dédiées pour assurer les montées en charge, les mises à jour de sécurité, etc. Là où les CMS SaaS, donc Software as a Service, ça va être des solutions plutôt clés en main, et c'est le fournisseur du service qui va assurer toutes ces choses-là. Donc il va assurer les montées en version, faire évoluer le produit, et on n'a pas besoin d'avoir d'installation, et donc pas besoin d'avoir une équipe infra qui va devoir maintenir ce CMS. Ensuite, on a l'axe traditionnel et headless. Donc les CMS traditionnels, pareil, WordPress, Drupal, c'est des CMS qui ont un très très fort couplage entre la donnée et l'affichage. Donc c'est-à-dire qu'ils vont gérer et le back-end et le front-end. Donc ça laisse peu de marge pour le choix de la solution, de la stack front qu'on va vouloir utiliser pour faire pour le rendu de nos pages. Et chose que j'ai pas précisé avant, chez les Furets, on était essentiellement des devs Java, et les faire venir travailler sur du WordPress, c'était assez compliqué. Ils ont une très forte aversion pour PHP. PHP, c'est un langage pourri, c'est pas typé. Enfin, c'était assez compliqué. Moi, on devait être 2 devs PHP dans la boîte, donc il y avait vraiment un goulet d'étranglement à ce niveau-là. Donc avec voilà, les CMS traditionnels, fort couplage entre la donnée et l'affichage, et qui plus est avec WordPress Drupal qui était fait en PHP. Et là où le CMS headless, lui, il va complètement séparer la responsabilité entre la donnée et sa structure et l'affichage. Le CMS headless, lui, il sait même pas en fait qu'il va servir un site web. Il pourrait aussi servir une application native Android iOS, il pourrait servir un système de gestion de documents. Il n'a aucune idée de ce qu'il fait. On va juste ordonner la structure, enfin structurer la donnée et la créer dans le CMS. Donc nous, ça nous arrangeait parce qu'on va pouvoir comme ça choisir une stack front moderne qui va nous permettre d'avoir une meilleure expérience utilisateur, mais aussi développeur. Donc en sachant tout ça, maintenant, Anthony va vous parler un peu des différentes phases du projet. Oui, alors les différentes phases elles sont assez simples finalement. Il y a une phase d'objectif, c'est qu'est-ce qu'on veut atteindre avec cette migration. Ensuite, on prépare collectivement la migration, la phase de développement et la phase de livraison. Un point très important, c'est le monitoring de toutes nos infos SEO, donc position de mots-clés et infos techniques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait même en amont du projet pour avoir un historique et pouvoir faire pendant le projet un avant, pendant, après. Ce qui est utile déjà après, comme aujourd'hui, de dire bah voilà pourquoi on estime que ça a fonctionné, mais surtout pendant pour pouvoir alerter s'il y a des soucis. Les objectifs, clairement, c'était de moderniser la stack technique et de rendre les équipes techniques et SEO contenu autonomes avec des nouvelles features. Maintenant, on avait un bonus, nous, le SEO, c'est très important pour les Furets, donc on voulait surtout ne pas perdre nos performances. On sait que souvent, une migration, c'est quand même synonyme de petite phase de creux, regain plus tard. Nous, on voulait vraiment éviter ça. Et à terme, on aimerait réduire notre BAU, donc réduire notre volume de tickets pour obtenir des améliorations, et ça passe par l'autonomie des équipes. Un point très important, une migration, c'est un projet qui implique beaucoup d'équipes de différents métiers, SEO, tech, contenu, UX, etc. Nous, on a pris le parti pris de vraiment créer une core team qui était assignée à ce projet-là et qui était l'idée par quelqu'un de neutre en fait, donc qui n'était ni un tech, ni un dev, etc., ni un SEO. Et j'insiste sur l'aspect neutralité parce que dans ce genre de projet, on essaie toujours un peu de tirer un peu la couverture vers soi. Et le fait d'avoir cette organisation, ça permettait vraiment de chacun donner ses arguments, de peser les pour les contre et d'avancer dans le même sens. Et après, en termes d'orga, on avait donc des points hebdo entre nous sur le projet, des canaux de communication dédiés. Ensuite, on informait la direction une fois par mois sur l'avancée et on centralisait vraiment toute nos documentation parce qu'on se rend compte, nous, c'est un projet qui a duré 1 an et demi, voire 2 ans quand on prend tous les préparatifs en compte. C'est très vite arrivé de perdre un document, on se dit c'est bon, je l'ai en fait. Non, donc on stockait tout sur un Confluence, ce qui nous a permis de vraiment garder l'historique et de conserver les échanges. Donc maintenant on rentre dans le concret de comment est-ce qu'on a préparé tout ça.
La première étape, c'est le recueil des besoins. Donc je vous l'ai dit juste avant, il y a différents métiers, donc différents besoins. Donc là, on a vraiment listé, chaque équipe a listé ce qu'ils souhaitait obtenir via le nouveau CMS, conserver par rapport à ce qu'on avait avant, pour ensuite choisir la solution. Donc quelques exemples, on avait nous historiquement par exemple des sommaires automatisés sur nos H2, ça on voulait le conserver, on pouvait programmer des articles, les prévisualiser, etc. Ça on s'est dit on veut le conserver. Il y a des fonctionnalités qu'on ne pouvait pas faire de manière autonome, exemple très concret, éditer un footer. À l'époque c'était dans le code, il fallait faire un ticket à Sylvain, je veux rajouter un lien dans le footer et ça prenait assez de temps. Aujourd'hui c'est dans le CMS, on a une zone footer, on le fait nous-mêmes et ça va très vite. Donc on a listé tous nos prérequis. Est-ce que c'est là on voit par colonne les différents CMS, est-ce que c'est natif ou pas dans le CMS, est-ce que c'est possible d'être mis en place plus tard, et surtout il y avait une notion de qu'est-ce qu'on souhaite vraiment avoir ou pas, donc il y avait du must have, should have et nice to have avec un superbe accent anglo-saxon, et ça en fait ça nous a permis de faire une matrice de choix de CMS, et on s'est rendu compte que finalement c'était Contentful, donc qui est le deuxième à droite, qui remplissait qui cochait le maximum de cases, ce qui nous a guidés dans ce choix. Donc on a choisi Contentful en tant que CMS headless, et c'est pas sur la slide, mais pour la stack front, on est parti sur du React avec Next.js. Pourquoi React? Parce qu'en fait c'était une stack, une technologie en fait qu'on maîtrisait déjà chez les Furets, puisqu'en fait toute notre partie applicative, formulaire de comparaison était fait en React. Donc là ça nous permettait de faire venir déjà les développeurs aussi sur la nouvelle solution front. Et pourquoi Next? En fait, c'était un des leaders, il y a une grosse communauté derrière, et c'est ce qui va nous permettre par la suite de livrer le site en full statique. Donc on n'aura plus du tout de serveur, on va pré-builder l'intégralité de nos pages au moment du build, on stocke tout ça sur un bucket, et en fait l'utilisateur vient directement requêter la page pré-buildée complète, donc c'est bon pour le SEO, c'est bon pour les web perfs, donc on est parti sur cette stack front. Donc on a le besoin, l'équipe, la solution. Maintenant on s'est posé une question, c'est comment est-ce qu'on déploie la migration? Est-ce qu'on fait tout en une fois, les 7000 pages, donc on appelait ça le Big Bang, ou est-ce qu'on le fait par itération? Donc là on a pesé les pour les contre de chaque option. Encore une fois, la neutralité du lead, c'était intéressant. Nous, très franchement, au début on s'est dit c'est bon, on fait tout d'un coup, on fait toutes les phases en une fois, c'est fait. Et en échangeant, on se rendait compte que c'était pas forcément le meilleur d'un point de vue technique et développement. Donc on est plutôt, spoiler alerte, passé sur l'itératif. Et au final, avec le recul, on se dit, c'est vrai que c'est pas mal, ça permet vraiment d'apprendre à chaque lot, on peut aller même plus vite au fur et à mesure des lots, et ça limite les risques, finalement. Après, au-delà de ça, on a imaginé des cas de figure en termes d'impact. Je vous disais en intro, une migration, c'est souvent synonyme d'impact négatif. Donc nous, on a imaginé différents cas, on a imaginé le pire aussi, hein, donc soit il se passe pas grand-chose, c'est très bien, donc c'est ce que vous avez dans le premier tableau en bleu, ou alors catastrophe, on perd quasi 100% du trafic et on met quelques mois à se redresser. Donc ça nous a permis de jauger ça d'un point de vue Big Bang et d'un point de vue itératif par produit, donc si on lançait banque en septembre, santé en novembre, etc., pour voir sur une année fiscale qui est chez nous de juillet à juin, plus la saison, etc., quand est-ce qu'on peut estimer un creux, qu'est-ce que ça veut dire pour le business, et on arrivait à ce genre de graphe. Alors là c'est juste un exemple Big Bang, mais on l'avait sur chaque option, pour voir effectivement si on prend un creux en pleine saison de janvier ou autre, ça peut être un souci. Donc tout ça a fait qu'on a choisi la solution par itération. Ouais, comme pour chaque migration, comme disait Anthony tout à l'heure, c'est important dès le départ, le plus en amont possible, de suivre un maximum de KPI différents, alors, qui vont différer selon les cas de migration, mais dans le cas des Furets, finalement, on a mis en place avec Anthony et son équipe un gros listing de KPI, évidemment des suivis de KPI techniques, hein, je vous les fais pas tous, mais le crawl, profondeur, la partie log aussi avec les pages actives, le taux d'activité, on avait la chance d'avoir un crawl, évidemment les sujets contenus, parce qu'on change de CMS, donc faut pas qu'il y ait de régression entre l'ancien site et le nouveau site, qu'il n'y ait pas des pages qui disparaissent, qu'il n'y ait pas des contenus qui disparaissent. On parlait du footer, etc. Voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc s'y prendre le plus tôt possible. Évidemment, ce qui va, on verra après, monitorer le succès ou pas de la migration LS, c'est les KPI business. Donc évidemment les sujets liés au trafic, à la conversion, au taux de conversion, voilà, des sujets évidemment assez pointilleux chez lesfurets.com. Mais comme disait Anthony tout à l'heure, important de lancer ça le plus rapidement possible dès que le chantier est lancé, pour avoir une période de comparaison maximale entre le avant le plus tôt possible et le après, justement pour s'assurer que la migration se passe bien en fonction de ce qu'on a montré juste avant en termes
termes de Big Bang, d'itération, voilà, en termes vraiment de suivi business. Et juste pour finir là-dessus, nous bien sûr on suit ça au quotidien, migration ou pas, mais on a vraiment fait des suivis dédiés dans chacun des outils, parce qu'on peut avoir des suivis isolés par produit, auto, santé, mais là on avait vraiment fait des projets transverses qui permettaient tout de suite de voir les pages concernées et les KPI concernés. On passe ensuite maintenant à la partie réalisation et conception. Ok, donc on va passer dans la partie un petit peu plus technique, donc j'espère que je ne vais pas trop vous perdre. Comme tout projet, analyse, conception, réalisation. Dans la phase d'analyse, en fait, on a fait un état de l'art minutieux de notre site. On a listé tous nos templates de pages. Pour chaque template, on a listé tous nos composants. Ensuite, avec les équipes UX, on a harmonisé tous ces composants pour créer un nouveau design system. Pour créer ce design system, donc on était sur une stack React, on a utilisé la librairie MUI, Material UI, dans l'idée de ne pas repartir de zéro. On avait tendance chez les Furets à tout le temps vouloir tout coder nous-mêmes. Donc là, on va s'aider des librairies, on va utiliser les technologies plutôt que de tout recréer à chaque fois. Donc on a listé tous ces composants graphiques. On a commencé par développer le front avant même de parler de migration CMS. On a créé tous les composants front. Ça nous aidera plus tard en fait à définir nos structures de contenu et comment on pourra créer le content model. On a fait la même chose pour le fonctionnel, un énorme fichier qui contient toutes les fonctionnalités visibles directement sur le site. Ça va être la navigation, ça va être potentiellement le sticky CTA qu'on a en mobile, ça va être la gestion de nos returners, toutes les fonctionnalités qu'on peut voir, mais également les fonctionnalités cachées. Donc potentiellement tout ce qui est tracking utilisateur, tout ce qui va être données structurées dans les pages, donc un petit peu de rétro-engineering sur toute notre code base. C'est très intéressant à faire, ça nous a permis de se réapproprier un petit peu toutes les fonctionnalités du site et de faire le tri après parce qu'en fait les Furets ont été créés en 2012 mais le site existait déjà avant, donc après toutes ces années de développement. On va ensuite passer quand même au premier gros morceau de la migration, c'est donc avec Contentful, la création de son content model. Rapidement, le content model, ça va être toutes les structures de données qu'on va appeler les content types et les relations qu'elles vont avoir entre elles. Ce content model, on va le gérer via des scripts de migration. Ça va nous permettre en fait de le faire évoluer de manière contrôlée et reproductible. Donc c'est pas un utilisateur qui va directement dans l'interface de Contentful et qui vient créer ces types de contenus et qui vient changer les champs, parce que ça devient très vite le fouillis et on ne pourra pas reproduire le content model. Donc là tout est scripté et on peut reconstruire le content model sur n'importe quel environnement. À droite on voit une version très simplifiée de notre type de contenu page. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est qu'en fait, on a des fields before main content layers et after main content layers, toujours avec un très bon accent, qui vont eux-mêmes contenir des types de contenu layers qui eux vont contenir du rich text ou des types de contenus composants. Ce sont des listes, donc on va pouvoir bouger les layers à l'intérieur, on va pouvoir mettre n'importe quel composant où on veut. Et on a également le champ main content qui lui aussi peut recevoir du rich text et des composants. Donc avec cette approche très flexible, en fait, on a complètement supprimé la notion de template. On est passé de dizaines, vingtaines, trentaines de templates à un seul template qui va juste lister les layers les uns après les autres. Et donc ça nous permet de laisser la main aux équipes de contenu sur la structure des pages. Donc on n'aura plus besoin en tant que dev de nous dire tiens tu peux me déplacer ce layer au-dessus, en dessous. Les équipes sont autonomes. Je ne vais pas passer sur les environnements et les droits d'accès. Bon, c'est un CMS donc il a une gestion des utilisateurs avec des droits d'accès. Mais aussi oui sur la partie hiérarchie. Donc par exemple pour une page, elle va aussi avoir une page parente, un slug. C'est ce qui va nous permettre de recréer son URL et potentiellement aussi de créer des blocs de maillage automatique partout dans nos pages pour lister les pages sœurs, les pages enfants de niveau 1, faire de la pagination, etc. Deuxième gros morceau, donc ça va être vraiment là le script de migration. Pour commencer, en fait, on a réfléchi à plusieurs solutions. On s'est dit, bah tiens, on pourrait peut-être faire une migration simple de base de données WordPress. On prend un export WordPress et on l'envoie dans Contentful.
Pourquoi ça ne peut pas marcher? En fait, comme je vous l'ai dit, les données elles sont potentiellement retravaillées par le code Java et le code WordPress avant d'être affichées à l'utilisateur. On va rater tous les éléments de contenu qui étaient hard-codés dans les templates, donc ça, c'était pas possible pour nous. Donc ce qu'on a décidé de faire, en fait, ça va être de scraper nos pages directement en production, scraper le HTML et l'envoyer dans Contentful. Donc pour faire ça, on a commencé par créer l'arbre de contenu de notre site. Donc là, à partir des exports WordPress, on a recréé toutes les URL de notre site sous forme d'arbre, au format JSON, je ne sais pas si c'est très lisible. Et donc là, il faut se dire voilà, que chaque nœud, ça représente une page du site avec des informations comme son slug, sa date de création, sa date de modification. Cet arbre ensuite, ça va être le point d'entrée de la deuxième partie du script qui va être vraiment le script de scrapping. Donc cet arbre en fait il est aussi utile pour l'approche par lot parce qu'on va facilement dire à notre script de migration de dire tu vas prendre telle branche de l'arbre, donc tel produit par exemple, jusqu'à telle profondeur. Et donc c'est ça qui nous a permis d'isoler par lot les différentes migrations. Le script de migration, c'est un algorithme récursif qui va passer surtout notre arbre de la racine jusqu'aux feuilles. Pour chacune des pages, il reconstruit l'URL de la page par rapport à l'arbre, il récupère le HTML de la page, il va venir le monter dans un browser virtuel à l'aide de JSDOM, donc ça va nous permettre d'exécuter du JavaScript dessus, de pouvoir extraire les informations de la page, de convertir toutes ces informations et ces contenus vers le modèle Contentful. Ensuite, on va publier la page dans Contentful et on va continuer le parcours de l'arbre en profondeur pour migrer toutes les pages du lot. Et ensuite, dernière étape de la migration, c'était la réconciliation des liens. C'est une chose qu'on ne pouvait pas faire effectivement au moment de la migration. Parce qu'en fait, quand on va passer sur une page, elle va avoir un lien vers une autre page, mais on ne peut pas s'assurer que cette page a déjà été créée par le script de migration. Donc là, on choisit de faire a posteriori cette réconciliation. Donc c'est un autre script qui s'appelle Process Hyperlink et qui va venir, une fois la migration terminée, récupérer toutes les entrées qui peuvent potentiellement contenir des liens hypertextes, des liens HTML, tenter de retrouver ces pages sur Contentful et remplacer ces liens en dur par une relation entre deux documents Contentful. Donc ça va nous aider par la suite. Si la page cible vient à changer de slug ou vient à être déplacée dans l'arborescence, en fait, la relation est préservée dans Contentful et l'application front, ensuite, elle peut reconstruire le lien. Merci, donc on va passer au processus de livraison, donc les différentes étapes par lesquelles on passe pour arriver à la MEP du lot en question. Alors différentes étapes en bleu, assez simples finalement, mais assez très importantes chacune. La première, la vision cible, on appelle ça vision cible chez nous, c'est vraiment anticiper, imaginer ce que va devenir le lot qui est migré demain, une fois migré. On a un petit exemple après que je vous expliquerai. Ensuite, il y a la phase de préparation de l'environnement de recette qu'on appelait showcase de chez nous, donc c'est le SC que vous voyez là. Donc là, c'était l'équipe de Sylvain qui, en 2 mots, reprend la prod, le met sur l'environnement de recette pour s'assurer ensuite de la migration. C'est simplement de prendre l'environnement de recette et d'écraser la prod avec. Une fois que l'environnement de recette est prêt, on fait la recette de cet environnement assez détaillée avec un cahier de recettes et un roadbook assez précis. On a une phase de restructuration, on appelle ça chez nous, c'est en fait on met les mains dans le cambouis pour toutes les choses qu'on ne peut pas automatiser, donc changer un slug, une page parente, un bloc de maillage, etc. Une fois que l'environnement de recette est prêt à 100%, on fait une recette macro qui se concentre vraiment sur des sujets d'indexation vraiment critiques pour s'assurer que on peut MEP, pour ces trucs-là ne peuvent pas planter pour la MEP. Donc on parle de, je sais pas, sitemap, fichier robot, etc. Après, on appuie sur le bouton et on refait une recette macro sur la prod pour s'assurer qu'on n'ait pas eu de régression ou perte entre temps. Un point important, c'est la notion de freeze du site. En fait, c'est pendant toutes ces étapes, nous, notre site est freezé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'optimisation ou ajouter des pages, puisqu'en fait, la construction de l'environnement de recette étant basée sur la prod, si on rajoute des choses entre temps, elle serait écrasée au moment de la MEP. Donc ça, c'est un risque qu'on a pris, c'est de se dire, bon, pendant X semaines, le site est freezé, on n'optimise pas, on n'ajoute pas de contenu, mais c'était le parti pris. Un point intéressant, c'est les cases rouges en dessous, les équipes impliquées dans chaque étape. Et quand on revient à l'objectif bonus de ne pas perdre les perfs SEO, on voit que nous, le SEO, on était vraiment à quasi toutes les étapes pour s'assurer que tout était bien SEO friendly et que tout était clair dans ce qu'on voulait faire. Quelques exemples de pas toutes les cases, mais vision cible, concrètement, c'est un gros Excel
qui sur la gauche, je crois que j'ai un petit laser qu'on voit pas, c'est pas grave. Sur la gauche, donc c'est la liste des URL qui vont être migrées. Et en fait, chaque colonne, c'est une info intéressante pour les équipes parce que ça va décider de ce qui va besoin d'être fait. Typiquement, est-ce que mon URL c'est aujourd'hui un guide, demain ça devient une landing page parce que raison intention, sémantique, ou inversement, est-ce que c'est une landing page qui devient un guide? Ça c'est important pour nous parce qu'on sait que sur ces types de pages, les blocs de maillage sont différents, donc les composants dont parlait Sylvain vont être différents. Donc ça c'est quelque chose qu'on doit faire à la main, ça veut dire restructuration. Est-ce que l'URL change ou pas? Si elle change, ça veut dire plan de redirection à anticiper. Est-ce que le changement d'URL doit être fait à la main ou pas? Donc ça pareil, si c'est à la main, restructuration, etc. Et en fait, ça nous donnait vraiment la vision de, ok, mon lot c'est la colonne de gauche, toutes les infos sont là, et je sais que j'ai X cas de restructuration à faire. Pour info, on en avait à peu près sur chaque lot entre 2 et 300, sur un lot de 1000-1500 pages. Et donc ça permettait d'anticiper la charge de travail aussi à cette étape-là. La partie cahier de recettes. Ouais, ce qui est important de faire aussi avec les équipes SEO et même au global, mais là on va plutôt parler de SEO, c'est pour éviter les erreurs et les oublis le jour J, dans la frénésie, je dirais même le jour J, c'est les jours J du coup on fonctionnait par lot, mais même à quelle heure c'était la map? C'était 3-4 heures du matin, un truc Alors comme la ça, toute première, la map Lo 1, on a un peu stressé, on a fait ça à minuit dans les locaux et en fait on a eu raison parce qu'il y a eu un gros plantage, mais toutes les autres en fait ça se faisait le matin tranquillement sans stress. Ouais, sans stress. Donc voilà, donc l'idée c'était de mettre en place ce qu'on appelle un roadbook, donc c'est toutes les grandes étapes qu'on a vues jusqu'à maintenant pour être sûr de rien oublier, c'est qui le fait, quand, à quel moment de la map, et surtout la notion de criticité, donc la priorisation, parce que malheureusement, tout s'est bien passé, mais il y a des migrations où tout se passe pas parfaitement, donc si on doit faire des rollbacks, parce que c'est critique 1, ou parce que ça peut attendre une map plus tard, voilà, c'est important d'avoir cette notion de criticité avec pour chaque grand item un peu macro, on va dire, on va pas tout lister, mais important s'il est minuit, de savoir qui fait quoi, parce que c'est un peu tard après pour se dire qui le fait. Donc je pense que ça a plutôt pas mal marché. Y a pas eu de... Ouais, c'est un peu fastidieux à lister au début, mais très utile les jours de map et de préparatifs. Donc ensuite on a l'environnement de recette qui est prêt, donc on peut passer à cette phase de restructuration, donc mettre les mains dedans pour faire les changements. Donc là on a à gauche un screenshot de l'interface Contentful sur l'environnement de recette, et on va aller faire une action sur quelques zones. Donc par exemple je dois changer le slug, je change la page parent, donc ça va décider aussi de l'architecture de l'URL. Est-ce que je dois changer un layer parce que ma page devient un guide ou une LP par exemple. Et donc c'est cette phase là qu'on faisait, et ça prenait en moyenne 3 à 4 jours de boulot pour traiter ces 300 cas à peu près de restructuration. Et une fois que la restructuration est faite, ça veut dire que l'environnement est prêt à être mappé. Donc là on passe à l'étape de recette macro. Donc on ne fait pas tout le roadbook qu'on vient de voir, mais on fait vraiment les éléments principaux. Donc on parle de fichiers robots, sitemap, les canoniques, est-ce que plan de redire fonctionne en recette, et un point important, c'est est-ce qu'on retrouve bien notre nombre d'URL et le contenu sur ces URL. Il y a un petit tips sur Screaming Frog, c'est leur comparatif de crawl, très pratique. Ça évite de vous faire un crawl, l'extraire sur Excel et faire le comparatif sur Excel. Là, tout est fait dans l'interface. Et pour le coup, ça nous a, alors je sais plus quel lot c'était, le 2 ou le 3. On s'est rendu compte qu'on avait bien nos pages, le nombre de pages était là, mais on avait perdu 80% de contenu sur certaines pages. Et c'est vrai qu'on avait eu des zones de contenu qui avaient disparu. Donc ça, on s'en rend compte en recette, on corrige et ça permet de mapper le site clean. Et après, donc on communique via, donc là c'est un exemple de Slack, un chat dédié au lot concerné. Donc là, l'exemple du lot 6, salut, on a tout checké sur le showcase, tout est bon, on peut mapper. Et après c'est l'équipe de Svi qui prenait le relais sur la map. De Sylvain, pardon, on s'appelle Svi en interne. C'est mon trigramme. Donc voilà, donc le site est mappé. Alors pardon, oui, je reviens juste là. Ensuite, l'équipe de Svi appuie sur le bouton, le lot est en prod, et on refait cette même étape macro sur la prod pour checker qu'on n'ait pas de régression et de perte. Maintenant, on en arrive à OK, le site est mappé, est-ce que ça a fonctionné ou pas? Alors d'un point de vue SEO, si ça fonctionne, c'est bon. On regarde des choses vraiment principales. L'indexation, donc là, Screen Search Console, ça vous donne vos nombres de pages indexées. Alors là, l'inconvénient, c'est qu'il y a toujours un petit délai de 48-72 heures selon l'outil, enfin selon la période. Et en fait,
fait, ce qu'on regardait, c'est est-ce que notre nombre de pages indexées reste ISO, ou là, en l'occurrence, ça a augmenté un petit peu à chaque fois. Pourquoi ? Parce que ça prenait en compte les nouvelles URL qu'on avait créées dans le cadre de la restructuration, par exemple, mais toujours les anciennes qui étaient maintenant redirigées, et le temps que la 301 soit prise en compte et que l'URL redirigée disparaisse, on voit que ça se retasse un peu. Ce qui aurait été alarmant ici, ça aurait été de voir notre nombre de pages indexées qui plante. Là, ça veut dire qu'on disparaît et c'est pas du tout bon. Donc là, pour nous, c'est déjà un très bon point. Deuxième point, c'est est-ce que nos redirections sont bien interprétées par Google. Donc court terme, crawl 301, c'est très bien. Maintenant, est-ce que c'est interprété en SEO? Donc là, on voit deux exemples. En pointillé, l'ancienne ligne continue, la nouvelle, sur du loto jeune conducteur ou mutuel senior. Et on voit que la nouvelle URL reprend le niveau de performance de l'ancienne, donc ça c'est plutôt très positif et assez rapidement d'ailleurs. Et enfin, donc le haut de l'iceberg, c'est nos positions de mots-clés. Ici, on a une courbe qui montre notre position moyenne sur nos top mots-clés de tous nos produits, donc on a grosso modo 1000 mots-clés. Et on voit qu'à chaque migration de lot, on a eu un sursaut positif de position, donc ce qui est vraiment très bon signe pour nous. Manque de peau entre le lot 4 et 5, mois d'août l'année dernière, petite update Google, donc là on est un peu retombé de quelques étages, mais on voit que la migration du lot 5 n'a pas eu d'impact négatif non plus, donc ce qui veut dire que le process reste pertinent et dans cette migration. En fait, on a fait 6 lots au total, le dernier date de fin mars, donc il n'est pas sur ce graphe, mais... Je pense que tout SEO qui fait une migration aimerait avoir des courbes comme ça. Et non mais franchement, moi je viens d'agence, à chaque fois que j'ai fait une migration, on a eu des phases de creux. C'est pour ça que tous les scénarios d'impact et tout, j'étais peut-être un peu alarmiste là-dessus, mais au moins ça permettait de préparer la direction et le business en mode ça peut arriver. On espère que non, mais voilà. Donc les impacts après, les impacts SEO, un petit peu les impacts techniques, est-ce un succès pour nous? J'ai envie de dire oui. Maintenant on a une stack moderne et unifiée pour notre site front. C'est plus simple pour le recrutement de dire qu'on est sur React Next.js avec un CMS headless plutôt que sur du WordPress PHP avec du vieux Java et des JSP. Elle est adoptée par les équipes. On commence à avoir des équipes en dehors de notre squad à nous qui commencent à venir travailler sur l'application. En plus de ça, donc ça, je ne sais pas si vous allez savoir ce que c'est, mais on a une intégration continue. Donc en gros, ce sont nos pipelines de tâches automatisées qu'on a sur notre code. On peut les jouer par branche maintenant, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. En fait, le coût de stockage des pages sur un bucket, c'est pas très cher. Donc on peut, pour chaque feature branche, avoir notre environnement de showcase et jouer nos pipelines de validation dessus. Et on va le voir dans la prochaine slide. Du coup, aussi en termes d'impact web perf, quelque chose qui est plutôt flat. Alors on voit pas assez dans le passé, mais en fait le time to first byte, c'était un de nos gros points faibles avant. Là il est revenu bien dans le vert puisqu'on n'a plus de temps serveur. On requête une page HTML qui est directement servie sur le bucket, donc tout fonctionne bien. On est plutôt flat aussi sur le FCP, le LCP, et on voit qu'on est même au fur et à mesure des lots, on a réussi à améliorer un petit peu notre CLS et notre INP, ce qui est plutôt rassurant pour nous. Et donc là on est en train de faire, on a un chantier web perf en cours là pour essayer d'améliorer encore ça et d'être vert partout. Et donc voilà, donc maintenant nous on a la migration du site en front est terminée, donc on a maintenant on est en phase plutôt d'harmonisation, d'ajustement, puisqu'on a fait différents lots, donc parfois certains éléments n'étaient peut-être pas harmonisés entre les lots, mais ce sont pas des choses critiques, donc on les corrige au fur et à mesure. Donc ça c'est la partie harmonisation. On a une décommission du WordPress parce que le but c'est de s'en séparer totalement. Et enfin il y a, parce que nouveau CMS, nouvelle techno, etc., il y a une partie formation, montée en compétences des équipes qu'on documente comme toujours pour pouvoir s'en servir dans le temps. Le point suivi BAU, c'est encore un peu tôt pour voir si on a vraiment réduit notre niveau, mais je suis assez confiant vu les choses qu'on peut faire maintenant de manière autonome. Voilà, pour finir, je pense qu'on a vu que ça s'est plutôt bien passé. Je pense que la migration qui faisait un peu peur parce qu'on se disait WordPress, HTML vers une techno JS, headless, c'était un peu casse-gueule, mais au final, je pense que le secret finalement de cette réussite, elle est dans 3 grands points. La préparation, on l'a vu, elle a duré quand même plusieurs mois, elle était très longue, hyper carrée dans le choix de la techno en fonction des différentes contraintes, qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on voulait pas faire, qu'il fallait pas oublier. Je pense que
que tout était hyper bien cadré, quels objectifs, quel techno, quel KPI, etc. Évidemment, tout ce qui est développement et recettes, notamment dans un cadre où on est passé en mode itératif. Donc à chaque fois, il fallait refaire, je pense, pas mal de recettes différentes. Donc ça marchait un peu sur les pieds parfois, mais on s'apercevait que finalement, dès qu'il y avait une petite régression en pré-prod, on était capable de la traiter avant de la mettre en prod. Donc évidemment, primordial de le faire. Et je pense que le secret peut-être ultime finalement de cette réussite, c'est la communication. On en parle souvent, la communication IT versus SEO, c'est une réalité. Sauf que aujourd'hui, le fait que déjà on ait un SEO et un IT sur la même scène, déjà c'est une petite réussite. Mais ça montre vraiment que c'est, je pense, un des succès de cette migration qui est pas encore 100% fini parce qu'il y a encore des choses à finaliser. Mais voilà, je pense que c'est un peu les 3 grands takeaways à retenir avant de vous faire la question mug. Question mug. Combien de sous-sites WordPress avions-nous au départ? Il y a eu de l'attention quand même. Merci. Faut être sélectionné, mais je crois que c'est devant là. Normalement, il n'y a personne d'autre. 61. C'est ça. Yes. Joué. C'est ici. C'est nous qui la donnons ou comment ça se passe? Oui. Ouais. Merci beaucoup. Alors déjà, merci à vous 3. Merci. Vous avez des questions? Non. Eh bien, bon appétit. Merci. Vous avez mentionné à un moment JSDOM. Je ne connais pas. Ça fait quoi? Alors JSDOM, c'est vraiment un outil où tu lui donnes une string qui représente ton fichier HTML et ça va te simuler un browser. En gros, c'est un browser virtuel et comme ça, nous, à partir de ça, on peut, sur la page qu'on a scrappée, exécuter des requêtes pour récupérer les titres, les différents divs et faire des récupérer du contenu, etc. Ça virtualise le DOM, en fait, à partir d'une chaîne HTML. Peut-être, je connais pas la techno. D'autres questions? Bonjour, pour avoir travaillé chez Cultura, je sais que l'évangélisation du SEO, surtout dans une migration, c'est un sujet super tabou ou important. Est-ce que c'était déjà le cas, cette évangélisation? Vous êtes IT et SEO. Est-ce qu'il y avait déjà ce double travail ou est-ce que ça a été vraiment mis en place pendant la migration? Alors, non, le SEO, honnêtement, chez les Furets, c'est un gros truc. Moi, ça fait 6 ans que j'y suis, mais le site, il a plus de 10 ans. Ça a toujours été le cœur. Ce qui m'a un peu surpris, parce que venant d'agence, moi, à chaque fois en agence, le SEO, c'était un peu la dernière ligne du budget. Il nous reste 15K à l'année, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'était l'inverse. C'était c'est le truc, qu'est-ce qu'il faut faire, de quoi tu as besoin, etc. Donc, très compris au début. Après, bien sûr, dans les échanges, il y a toujours. C'est pour ça que la communication est très importante, que ce soit migration ou pas. Moi, je dis toujours, s'il y a normalement dans une phrase, c'est que c'est pas clair, donc il faut mieux se le préciser. Donc c'est beaucoup communiquer et expliquer pourquoi. Après, honnêtement, on est arrivé, ça passe aussi par l'exactitude des tickets, qu'est-ce qu'on met dedans, expliquer pourquoi on a besoin, pour vraiment que l'équipe après qui les fait comprenne le besoin. Donc le réflexe SEO existe chez les Furets depuis longtemps. Par contre, dans ce genre de sujet, il y a tellement de sujets à prendre en compte que c'était très important d'avoir une équipe dédiée et vraiment de communiquer, d'expliquer pourquoi, quels sont les risques, etc. Donc ça s'est renforcé un peu avec ce projet-là, mais c'était déjà existant. Super, d'autres questions? Allez, on enchaîne parce qu'il y a aussi des questions sur le web. Merci. Alors déjà, bravo à vous. Très belle courbe de résultats. J'ai une petite question. Je voulais savoir justement l'organisation que vous avez pu trouver tous les trois avec justement ton équipe SEO, AdsUp avec l'équipe de Nicolas qui vous a accompagné, et justement comment vous êtes organisé justement pour pas vous marcher sur les pieds et avoir ces superbes résultats. Alors c'était assez simple et assez clair au départ. Donc nous, on a une bonne équipe quand même en interne, mais on voulait quand même un regard externe pour être sûr de rien louper. Et c'est là où Nicolas est intervenu. C'était au départ sur l'énumération des besoins et aussi sur quelques phases de recettes avec, alors c'est pas un terme péjoratif du tout, mais en voiture balai, regard neutre externe. Donc nous on avait vraiment le nez dans les trucs quotidiens et il peut arriver qu'on loupe des choses, la vache au milieu du couloir, quoi. Donc c'était le rôle essentiel d'AdsUp là-dessus. Mais c'est vraiment sur phase d'identification de besoins ensemble, est-ce qu'on a bien tout listé, oui, non, et phase de recettes, est-ce qu'on a loupé des choses ou pas.
Et moi, pour être honnête, donc j'ai beaucoup travaillé avec avec Anthony, mais Nicolas, je l'ai rencontré il y a pas si longtemps pour cette présentation. Ouais, c'est vraiment Anthony qui assurait aussi la communication et centralisé ça avec Nico. On n'était pas non plus tous en multicanal à se parler les uns les autres comme ça. Tout était centralisé. Ouais. Super, autre question? Bonjour, merci. Bonjour. J'ai une petite question concernant le JavaScript et l'utilisation de React et Next. Est-ce qu'il y a eu des débats en interne sur ce choix? Parce qu'on sait que le JS et le SEO, souvent, c'est pas les meilleurs amis. Ouais. Alors, en effet, on savait que c'était un risque. Au début, on s'est dit, bah, c'est génial, on va pré-rendre toutes nos pages, les mettre sur un bucket, donc ça va être hyper performant. Là, bon, c'est pas dans les Core Web Vitals, mais il y a le Total Blocking Time. Donc, en fait, il faut se dire que pour le SEO, les robots arrivent bien à parser, mais après, le React va réhydrater la page. Et donc ça, potentiellement, ça prend du temps dans le navigateur et ça peut dégrader cette KPI-là. On le savait, on était assez d'accord sur le sujet, on a vu que toutes les autres KPI remontaient bien. Et donc là, justement, en fait, maintenant, on a une task force WebPerf où on va essayer un petit peu d'améliorer tout ça. Et Next aussi, maintenant, va dans ce sens-là. Il essaye de proposer de nouvelles choses avec maintenant les React Server Components et l'App Directory qui permettent d'essayer d'améliorer ces WebPerf-là. Mais c'est vrai que moi, il y a 1 an et demi, 2 ans, qu'ils m'ont dit ouais, ça va être un truc full JS et tout. C'est un peu le mot-clé dans le SEO, le JS, attention. Donc on a pas mal échangé là-dessus. Et il y a un deuxième point, on l'a vu tout à l'heure, c'est la notion de maillage interne, où Sylvain me disait alors ça maillera plus vers des URL, mais vers des entries ou des pages directement. Et je disais mais attends, si ça maille plus vers une URL, comment? Donc il y a eu quelques échanges quand même de bien comprendre la techno, qu'est-ce que c'est derrière et comment ça va fonctionner. Super, d'autres questions? Heureusement que je me fais timekeeper parce qu'on en a des questions. Bonjour et merci pour la conf. Merci. Je voulais savoir sur les landings les plus populaires, est-ce que vous êtes contenté des redirections 301 ou vous avez directement modifié les backlinks? Très bon point. Donc alors de toute façon, un des objectifs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, c'était de faire un maximum isoprod, donc éviter de tout modifier parce que c'est quand même un sujet lourd. Par contre, quand il y a eu de la redirection, donc on a fait de la 301 et backlinks, très franchement, on n'a pas cherché à vraiment changer le backlinks pour que ça maille direct vers la bonne page. Pour être transparent, on voulait le faire, on a listé les backlinks, on a gardé les meilleurs. Après, en vrai, c'est une question de temps, c'est à la mano, il faut contacter les sites. En vrai, on l'a pas fait et pour l'instant, on n'a pas eu de problème. Et point important qu'il a dit, c'est migration isoprod. À la base, quand on a fait le premier lot et pour vraiment mesurer l'impact, on voulait juste mesurer l'impact du changement de technologie. Ouais. Parce que si en plus de ça, on rechange tout le maillage ou qu'on rechange trop de contenu, on ne sait pas ce qu'on va mesurer. Est-ce que c'est la technologie qui a changé ou est-ce que c'est le contenu des pages qui a changé? Donc migration ISO et après on retravaille par la suite. Ouais. Bonjour. Moi j'ai une question sur le choix d'avoir migré par itération. Ouais. Ça vous a obligé aussi à gérer 2 infra techniques? Ouais. Oui. Donc tout était géré, on avait une sorte de proxy, Nginx devant les 2 stacks, enfin devant les 2 solutions. Ça nous permettait comme ça d'envoyer vers la nouvelle solution ou vers l'ancienne. Mais ouais, on a dû, et on maintient encore 2 stacks, puisqu'on a encore quelques pages comme les pages de formulaire de nos tunnels ou des pages un peu plus techniques qui sont toujours sur la partie Java. Normalement, là, on a viré toutes les pages WordPress, donc on va pouvoir le décommissionner. Mais oui. Et même nous, de notre fenêtre, on savait parfois, au fur et à mesure de l'eau, on se disait tiens, on aimerait bien mettre ça en place. Mais vu ça concernait des pages pas encore migrées, on s'est dit bon, on va pas passer le temps à le dev sur les vieilles pages, sachant qu'elles vont être migrées dans X semaines ou mois. Donc c'est vrai qu'on a, sur 1 an, on a listé pas mal de sujets à faire post-MEP final. Donc c'est dans la phase de réajustement qu'on a là. Il y a plein de sujets maintenant qu'on a balancé en ticket à Sylvain, parce qu'on sait maintenant qu'on peut les unifier, harmoniser sur toutes les pages, quoi. Bonjour, merci. C'était super intéressant. Merci. Juste une question sur la part du SEO dans le trafic, dans l'acquisition pour les furets. C'est à peu près combien? C'est en moyenne 50-60%. D'accord, pas plus. Non.
Okay. Et c'est quoi les autres On est assez large, on fait du payant, beaucoup de direct, on fait de la télé, c'est assez varié, social, tout ça. Mais j'ai une deuxième question. Du coup, vous avez fait les courbes petit impact, moyen impact, mais vous avez eu un impact pratiquement nul. Finalement, on était sur le moins alarmiste. Donc, et la direction, ils vous ont pas rigolé au nez, hein, parce que si vous êtes venu en leur annonçant que tout va tomber, parce que... Bah non, au contraire. Non, ils nous ont offert un team building au parc Astérix. Non, en fait, c'est notre rôle aussi en interne chez l'annonceur, c'est de vraiment anticiper, prévoir tous les cas. Moi, je préférais arriver en mode attention, il peut arriver ça. Maintenant, on va faire en sorte que ça n'arrive pas parce que équipe dédiée, recettes dans tous les sens et en vrai, personne ne sait, mais on verra. Plutôt que de dire bon. Franchement, c'est juste une techno, pas trop de risques, et puis on se prend à -50, et là... Donc bon, il vaut mieux être très préventif, bien recetté, bien communiqué, plutôt que d'y aller un peu fleur au fusil. Super, d'autres questions, avant que je passe aux questions Internet ? Ok. Merci. Alors, je vais vous enchaîner les questions sur le web. Est-il possible de partager votre runbooker migration ? Oui, je pense que c'est possible. Il n'y a pas d'étape secrète en vrai, c'est des éléments classiques. Ok, donc soit il passera par la FEPSEM ou sinon il vous contacte directement. Oui, ils peuvent. Ouais. Autre question, combien de SEO au global ont travaillé sur ce projet ? Alors, en vrai, l'équipe chez les Furets, on est 5 avec moi, parce qu'on est organisé par vertical, donc l'auto c'est complètement différent de l'énergie, de la mutuelle. Et en fait, selon les lots, c'était les personnes responsables de ces produits-là, donc en moyenne on était 2 ou 3, après il y a toujours des vacances, des machins, des backups, mais une équipe de 4-5 et franchement... Ça c'est hors team Nicolas, c'est ça ? Ouais, c'est vraiment que nous. Et pour compléter aussi sur l'équipe de dev, peut-être la squad, on avait un product owner, un tech lead qui gérait la priorisation des tickets et 4 développeurs, y compris moi. Ok. Merci. Une dernière question. Quelle fourchette à 50K près, tout compris, pour ce projet, Presta externe, tool, etc. Je suppose que c'est quelque chose de confidentiel, mais je pose quand même la question. Oui, alors après les outils, en vrai, on les a pas pris pour la migration, on les avait déjà, donc c'est pas un coût supplémentaire en vrai. Nicolas, je vais le laisser répondre. En vrai, en support externe, nous très peu, parce qu'il y a eu que Nicolas qui est intervenu et au début d'ailleurs du projet, même pas tout le long. Donc nous, on a fait beaucoup de choses en interne. Je pense que le gros, c'est sur la techno en vrai, mais j'ai pas les... Finalement, pas tant que ça, quoi. Non, pas assez cher. Non, mais j'étais vraiment pas comme beaucoup de migrations. On fait l'agence SEO fait 100% ou presque. Là, c'est plus un support externe de par un peu aussi moi mon expérience sur les migrations. Je vois certains de mes anciennes boîtes où j'ai pu en faire. Donc voilà, c'est plus un regard externe. Donc pas beaucoup de budget, mais c'était un projet hyper intéressant. Oui, parce que la question de l'internaute c'est sous-jacente, c'est est-ce que finalement c'est réalisable sur potentiellement des e-commerce en middle market ou tout autre acteur middle market, et ils se posaient la question si eux ils pouvaient avoir le budget ou non, donc c'était après finalement c'est possible. De toute façon, on sait en moyenne un bon consultant c'est du 800-900 par jour, parfois 1000, donc après il faut voir la charge du boulot, le nombre de jours. Mais ok, super. Ça dépend de la taille du site aussi. Nous en vrai on a 7000 pages. On n'est pas un boulanger ou un Fnac avec des millions d'URL. Donc ça... Oui, forcément, il faut remettre ça dans la balance. Ouais. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Merci à tous, bon appétit. Merci à tous, bon appétit. Bon appétit.